conscience et de la conscience. Donc je rappelle que cette édition elle a pour thème « Connais-tu ton bonheur ?» Donc la conférence qu'on va avoir ce matin, elle sera avec notre cher docteur, il n'est pas trop le docteur, je vais le dire quand même, le docteur Olivier Madérieux, pharmacien de formation, spécialiste en neurosciences, en neurochimie et en nutrition, qui se soigne par l'énergie divine. Donc déjà, on a eu un très beau retour de sa part par rapport aux soirées de soins qu'on a eues hier soir avec Mathilda et David Comtois. Donc, c'est quoi votre retour exactement, si vous nous rappelez? Alors, justement, bonjour à toutes et tous. Mon retour, c'est que je ne suis pas revenu. Je ne suis pas revenu ou heureux venu, content d'être venu. Voilà. Et c'est vraiment avec une pointe d'émotion que je vais être obligé, on n'est jamais obligé, mais je suis obligé de partir tout à l'heure. Et c'est vrai que ça fait quelque chose de quitter ce lieu magique, à la fois donc au niveau de l'énergie de Djerba, parce que vraiment je peux vous dire qu'il y a quelque chose d'incroyable dans cette île. Voilà, les îles ont toujours des choses particulières, mais on retrouve vraiment une dimension qu'on ne trouve pas ailleurs. Et puis, il n'y a pas que le lieu, il y a l'espace temporel que nous avons, on va dire, partagé ensemble à travers de magnifiques rencontres. Et je suis heureux de te remercier, Saïda, de m'avoir fait découvrir France et de m'avoir fait découvrir un couple extraordinaire, donc Mathilda et David. Voilà, j'espère que, au-delà de, entre guillemets, la séparation, nous ne serons pas séparés, ni avec vous, ni avec Djerba, à travers les trous noirs, si j'ai bien compris, qu'il y a dans les photons, à la fois les trous de verre, voilà. Et moi, je trouve que les trous noirs, c'est troublant. C'est ce que je disais ce matin. C'est troublant, mais oui, tout à fait, pour remettre à l'équilibre. Voilà, alors, c'était ça le retour. On a vécu une journée hier de montée en émotion. Et émotion, c'est énergie en mouvement, emotion. Voilà. Alors justement, je vais te repasser la parole après, parce que je suis bavard et comme on a un temps imparti, j'ai voulu qu'elle puisse me cadrer un petit peu. Les émotions, comme je l'explique, c'est des choses fugaces qu'on ne peut pas capter. On dit souvent dans le coaching, dans la PNL, dans d'autres techniques d'accompagnement, quelle émotion tu ressens. Mais l'émotion, tu ne peux pas l'attraper. Elle n'existe pas. L'émotion, c'est quoi? C'est un cocktail neurochimique, c'est pour ça qu'on en parlait, le bonheur pour être heureux, c'est un cocktail neurochimique, c'est-à-dire des neurotransmetteurs qui, à un moment donné, s'assemblent pour créer une sensation particulière qui est au niveau du cerveau. Mais l'émotion, tu ne pourras jamais la décrire, tu ne pourras jamais la visualiser. Si tu veux la visualiser sur l'ordinateur, tu verras juste des quantités de dopamine, de sérotonine, de mélatonine, de glutamate, etc., et d'autres qui existent, qui vont créer des sensations particulières. Alors ce que j'aime à dire, c'est qu'une émotion, ça dure que quelques secondes. Si par contre ça dure plus longtemps, ce n'est plus une émotion. Ça devient un sentiment. Et c'est ce qu'on peut, pour faire une explication, expliquer entre une rencontre amoureuse ou un coup de foudre, et ça c'est émotionnel, mais le coup de foudre, il ne peut pas durer. Peut se transformer en sentiment amoureux. Il se transforme en sentiment amoureux quand tu vas pouvoir associer à des émotions des pensées. Et au-delà de la rencontre amoureuse qui, on le sait, est au départ biochimique, on n'est plus obligé de dire les choses, ça ne veut pas dire que tout est biochimique, mais il y a des choses qui se passent, on ressent les gens et les personnes à travers des neurotransmetteurs qui sont, on va dire, élaborés. Eh bien, on sait qu'il y a un câble de 2-3 ans. Pour passer le câble de 2-3 ans en couple, eh bien, il faut avoir des sentiments. Et les sentiments, c'est quand ta pensée va s'associer aux émotions générées. Et là, on fait appel à des projets. Il faut avoir des projets communs. Et là, on va stimuler la dopamine. Et on est parti pour être vite devant en couple. Après, il faudra trouver d'autres, on va dire, projets. Alors, je ne suis pas dans des neuromythes quand je vous dis ça. Ça, ce sont des choses qui ont été montrées expérimentalement. Et puis ces sentiments, au-delà de quelques minutes, quand ça atteint quelques heures, ça devient un trait d'humeur. Donc tu as commencé par exemple avec une peur ou avec une colère qui s'est continuée pendant quelques minutes, quelques heures, et ça devient un trait d'humeur. Et puis ce trait d'humeur devient quoi? Au bout de
de quelques jours, ça devient ton humeur. Ben, tu as eu une rencontre de quelqu'un ou d'un événement qui t'a perturbé dans ton niveau linéaire, si tu veux, de vie, et puis tu as vécu ce sentiment, tu n'arrives pas à déclencher. Vous comprenez pourquoi je parle souvent de l'hypno-bonheur, je reviendrai dessus tout à l'heure, parce qu'il faut que tu débranches avec cet événement qui est dans ta tête et qui élabore sans arrêt des neurotransmetteurs. Donc, émotion, sentiment, trait d'humeur, humeur, et puis ça dure quelques semaines, et là ça devient un trait de caractère. Tu deviens colérique. Au départ, tu as eu de la colère, et là tu deviens colérique. Et puis, au bout de quelques mois, tu es colérique, ça devient ton caractère. Vous voyez, émotion, ce n'était qu'une énergie en mouvement qui est devenue un sentiment, une humeur, trait d'humeur, humeur, caractère, et ensuite, ben, ça finit par devenir, au bout de quelques années, ta personnalité. Et puis quand on arrive à 35-40 ans, on rentre dans l'identité, on est défini par nos tempéraments qui font ça. Ce qui fait que si on reprend, et moi c'est une de mes spécialités, que ce soit dans l'homéopathie, dans la phytothérapie, dans la naturopathie, on travaille sur des profils. Les profils de Ménétrier, les profils donc d'Hellman, dans lesquels on va regarder comment sont les gens. Tu as les gens qui sont... donc alors on reprend, si tu veux, tout ce qu'avait fait Corman à l'époque sur les planètes, tu as les styles vénusiens, jupitériens, ça nous ramène à notre conversation d'hier. Voilà. Ou, on va dire, des gens qui sont, par exemple, arsenicum. Arsenicum, c'est une faiblesse. Voilà. Profil comme ceci, très rapide, très vif, etc. Tu as une vingtaine de profils, et à partir du profil physiologique de la personne, on va pouvoir définir un petit peu comment il a des émotions et des neurotransmetteurs. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut changer dans la vie. On peut changer. On peut avoir ensuite une personnalité qui va se modifier, on change de terrain. Alors, excusez-moi pour ce long discours, c'est pour vous dire que les émotions que vous avez, elles peuvent vous construire ensuite définitivement. Et c'est ça qui est embêtant, parce que tu as une émotion, et tu peux devenir une émotion perpétuelle. Et c'est pour ça que les gens qui ne comprennent pas ça, ben, ils ne comprennent pas comment ils sont passés de 15-20 ans d'un état vibratoire qu'ils étaient ou émotionnel à quelque chose, et tu peux devenir con. Et être con, c'est parce que quelque part, tu n'as pas réussi à te détacher de certaines émotions. Tu peux me poser des questions? Je rappelle que le titre de cette conférence serait bonheur et cerveau. Est-ce qu'il y a un mode d'emploi pour être heureux? Voilà, alors, merci de me poser la question. C'est-à-dire que si on continue à aller plus loin dans cette idée d'émotion qui crée effectivement des sentiments, des traits d'humeur, etc., on va comprendre que ce sont des émotions que tu as à l'intérieur de toi, qui ne sont pas palpables, mais qui sont des cocktails de neurotransmetteurs qui vont faire que tu es heureux ou pas. Alors, tu peux, à un moment donné, croire que des acquisitions matérielles extérieures, et malheureusement, on voit beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui développent des entreprises d'infoprenariat et qui montrent qu'ils ont un succès certain ou un certain succès. Voilà, je ne sais pas combien de temps ça dure. Et pour eux, d'avoir une nouvelle voiture qui monte, d'avoir une maison avec piscine, tu ne sais pas si ça leur appartient ou sinon juste se louer pour ça. Ça, c'est pour afficher, on va dire, quelque chose par rapport à leur faille narcissique, d'être reconnu. Eh bien, en fait, ils ne sont pas heureux. En fait, chaque fois que tu vas aller vers quelque chose de nouveau, tu vas stimuler la dopamine. La dopamine, c'est le premier des neurotransmetteurs que tu peux retrouver dans le bonheur, mais ce n'est pas un neurotransmetteur qui va te donner une sensation stable et durable. La dopamine, c'est deux choses. C'est au départ, notre cerveau est fait, il faut bien le comprendre, pour aller vers la perpétuation de l'espèce. On est là pour reproduire et transmettre les gènes, et aussi pour être dans une sécurité, être protégé. Voilà, donc notre cerveau reptilien est toujours en train de voir si on est dans un environnement favorable, il faut que les choses se fassent en toute sécurité. Quand tu comprends ça, tu comprends que notre cerveau, et c'était celui des singes, par exemple, quand ils allaient chasser, donc ils avaient besoin, lorsqu'ils allaient dans une forêt et trouver des régimes de bananes au bout de 2 ou 3 jours donc, de recherche, donc ce qu'on appelle le SIC, SIC, S-E-E-K, parce que tu as plusieurs systèmes, le SIC système, et bien quand ils trouvaient des bananes, pour pouvoir nourrir le clan, et bien en fait, qu'est-ce qui se passe? Ils vont sécréter de la dopamine.
waouh! Ils vont, si tu veux, avoir de la dopamine pour être motivés. C'est la dopamine, je dis c'est le dopant, c'est la motivation. Tu sécrètes de la dopamine pour aller jusqu'à l'atteinte de ton but. Et quand tu atteins le but, que tu trouves le régime de banane, tu te prends un deuxième coup de dopamine, c'est la récompense. Et en fait, dans la société d'aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui vont fixer un but, et quand on va fixer une vision claire de ce qu'on veut en coaching, de ce que vous voulez en auto-hypnose, en fait, tu détermines avec une vision, une sécrétion de dopamine pour te motiver. Mais une fois que tu l'atteins, tu déclenches une sécrétion de dopamine. Et le seul problème, c'est que cette dopamine, elle va s'éteindre au fur et à mesure de tes succès. Et les gens vont tout d'un coup toujours aller à plus haut, plus loin, plus fort. Parce que tu en as de moins en moins. Et le problème qu'il y a, c'est que tu vas être dans une quête extérieure, de choses extérieures, dont le but, c'est simplement de développer la dopamine. Alors, la dopamine, c'est intéressant, c'est ce qu'on retrouve dans toutes les addictions, mais surtout la dopamine, et là, je vais faire 2 ou 3, après je parlerai, si tu veux, plus du bonheur, je vais parler un petit peu des addictions. Le problème qu'il y a aujourd'hui, on est tous dopés. On est tous dopés. On est dopés au chocolat, on est dopés au café, on est dopés au sucre, on est dopés, des fois, certains, à des boissons, on va dire, de style Red Bull, mais on est dopé donc à l'alcool, à la cigarette ou à d'autres choses. Même les gens qui consomment la carte bleue, c'est un dopant. Les collectionneurs, les tableaux, les collectionneurs de chaussures, ceux qui empilent 50 paires de chaussures, ils n'en mettent que 4 dans l'année, mais si tu veux, c'est pour stimuler la dopamine. Tout notre système, pour qu'on soit équilibré, nous amène à aller chercher des actions automatiques pour générer ça. Alors, par exemple, je vais prendre le tabac. Il y a plusieurs personnes qui me disaient hier « Ah, mais je vais peut-être arrêter de fumer » ou « Je ne suis pas prêt à arrêter de fumer ». Le fumeur, comme je l'explique dans mes formations d'hypnose, il y a 4 niveaux de tabagie. Il y a un premier niveau, ce sont les gens qui sont dans une dépendance comportementale. Autrement dit, ils fument parce qu'ils sont en relation avec les autres, ils fument 5 cigarettes par jour. Et le jour où tu es, le soir plus exactement, où tu es avec des amis, tu fumes un paquet et demi. Mais c'est plus fort qu'eux. Ça, c'est une dépendance comportementale. Après, tu as 3 autres niveaux. Le niveau 2, où la personne va fumer cigarette sur cigarette dès qu'elle est angoissée. Parce que là, la cigarette, elle va agir, la nicotine plus exactement, elle va agir sur l'acétylcholine. Je vais vous en parler tout à l'heure. L'acétylcholine, c'est le neurotransmetteur qui permet de te relaxer, de te relâcher. C'est ce qui permet de calmer le stress, qui est l'adrénaline. Notre système, donc notre corps, est fait de polarité. Tu as le plus et le moins, tu as un accélérateur et tu as un frein. Donc là, je suis obligé d'aller vite. Aujourd'hui, tu vas pouvoir répondre ça, mais posez-moi des questions après si ça va trop vite. Tu as l'acétylcholine qui est le frein de l'adrénaline. Et donc, tu fumes parce que la nicotine se fixe sur les récepteurs de la nicotine, de l'acétylcholine de type muscarinique. Tu apprends ça en physique, non? On parle pas, c'est la biochimie. Muscarinique, parce qu'il y a plusieurs styles de récepteurs acétylcholine. Le problème qu'il y a, c'est que l'acétylcholine va être vidée des synapses. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour te calmer, ce ne sera plus l'acétylcholine, ce sera la nicotine. D'où les personnes accros qui, à 23 heures, des fois, vont traverser la ville pour aller à la gare ou à l'aéroport acheter des cigarettes parce qu'ils sont dans un état de stress démentiel. C'est ça qui s'est passé, ils sont dépendants. Le deuxième niveau, c'est la nicotine qui se substitue donc à la dopamine et qui va te doper, te donner de la motivation. Beaucoup de cas dans des clients ont besoin de motivation et de pouvoir fumer. Et puis tu as le troisième niveau où la nicotine va agir à la place donc, de la sérotonine pour les gens dépressifs. Donc si tu veux, c'est déjà pour montrer que le bonheur, on va dire furtif et virtuel, dépend d'éléments dans le cerveau qu'on va chercher pour l'instant avec quoi? Des éléments extérieurs. Que ce soit des acquisitions parce que ça stimule certaines zones du cerveau ou parce que si tu veux, tu vas stimuler par des produits. Là, c'est différent. Ensuite, vous avez, bon, on le sait aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui, pour tenir dans le rythme de la société, se droguent. Et vous avez tous les psychostimulants. C'est-à-dire que quand vous prenez du café, vous allez stimuler essentiellement de la noradrénaline, qui donne de l'action et qui va se transformer en adrénaline. Quand vous prenez donc de la cocaïne, eh bien, vous allez stimuler à la fois
la dopamine et la noradrénaline. Donc motivation et action. Et puis quand tu vas prendre du LSD, ben, le LSD, ça c'était très à la mode dans les années 70, ça stimule la sérotonine. Donc c'est l'état de « Ouh, peace and love ». On se rapproche un peu du bonheur, voilà. Mais il faut voir comment tu fais une heure et demie après. Et ensuite, tu as effectivement ce qu'on appelle l'ecstasy. L'ecstasy, on agit sur deux neurotransmetteurs qui sont la sérotonine et le GABA. Donc la sérotonine, c'est la sensation de sérénité, et le GABA, c'est l'acide gamino-butyrique qu'on retrouve donc dans tout ce qui est anxiété et angoisse. Et vous en avez donc des exemples avec des médicaments, par exemple comme le Valium, ou tous les produits, donc l'Isanxia et l'Exomil, qui agissent au niveau des récepteurs GABA. Donc les anxiolytiques, en fait, le mode d'action, et ça c'est ce que la pharmacie m'a apporté, c'est de comprendre que tous les médicaments agissent sur des neurotransmetteurs, mais absolument tous. Et tu peux comprendre comment tu peux modifier un état d'humeur juste avec des plantes, de la phytothérapie ou des médicaments. Donc les gens qui prennent de l'alcool, ils agissent sur les récepteurs GABA. Les gens qui font du sport à outrance, ce sont donc tout ce qui est endorphine et les systèmes un petit peu opiacés, donc héroïne, morphine, etc., qui sont proches de ce qu'on retrouve, parce que, par exemple, quand tu fais du footing, tu souffres. Il y a le fait d'enlever donc la fatigue, mais il y a surtout la souffrance quand tu tapes avec les genoux qui prennent de sac de choc, et on envoie des substances anti-inflammatoires. Donc tout ce que nous faisons, absolument tout ce que nous vivons, le sport, les rapports sexuels génèrent effectivement des neurotransmetteurs. Quand tu es dans l'orgasme, tu vas générer donc de la phényléthylamine. Et la phényléthylamine, c'est ce qui est dans le chocolat. Donc le chocolat a cet effet anesthésiant, quand tu as une rupture amoureuse, de continuer ce que tu libérais par un rapport avec quelqu'un en allant chercher dans le chocolat. Il n'y a pas que le tryptophane. Il y a, si tu veux, la théophiline, tu as la bromaïne, tu as effectivement le cacao, qui est une substance euphorisante, du magnésium, et tu as tout ça dans tous les aliments. Alors ça serait un peu complexe d'expliquer tous les aliments, mais quand je vois quelqu'un, au bout de 10 minutes, je demande quels sont ses aliments préférés et ses aliments qu'il n'aime pas. Tu sais quoi? Je sais à peu près ce qui se passe dans le cerveau. Tu me dis ce que tu aimes comme aliment, tac, 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 je te pose ton portrait neurochimique. Et ça, c'est absolument incroyable. Et je pense que dans quelques années, on y est là, dans les années 2020, on va comprendre que tout comportement psychologique dépend de notre biochimie, mais absolument tout. Donc tout ce que nous avons vécu au XXe siècle, avec Freud, ou autre, au niveau de tout ce qui était comportement psychologique, on va comprendre que ce n'est pas la base et la naissance de ce que nous vivons dans la vie, mais que c'est la conséquence d'éléments et d'événements qui sont arrivés dans les 6 premières années, où on a vécu des gros stress ou des choses très positives, et en fait on cherche à le perpétuer en permanence, soit par des comportements, soit par des substances. Est-ce que tu as une question à me poser? Question, vous pouvez me passer un petit peu s'il vous plaît? Est-ce que vous faites, docteur, dans votre accompagnement pour les personnes des tests de neurotransmetteurs tels que l'acétylamine, dopamine et GABA, vous faites un questionnaire? Et pas que ça. Pas que ça. Donc il y a un échec d'évaluation de neurotransmetteurs. Alors, si tu veux, c'est un peu plus complexe que ça, merci. Merci Saïda. Je pourrais te montrer, je l'ai dans ma chambre, si tu veux, tout à l'heure, je pourrais te montrer, j'ai le test d'un sportif de haut niveau, où j'ai des analyses centriques, comme on dit, avec ça. Mais il n'y a pas que ça, pour moi il y a aussi les hormones. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, on est malheureusement, avec les neurosciences, trop branchés sur ce qui se passe dans la tête. Et il faudrait qu'on comprenne, et j'espère que ce sera la révolution médicale de 2020, que le cerveau est rattaché au corps. On n'est aujourd'hui que dans la tête. On n'est que dans le cerveau. Et pour moi, c'est ce qui nous tue à petit feu. Parce que tu as le corps tout entier. Et quand on va chercher, si tu veux, les neurotransmetteurs, ils ne se fabriquent pas dans la tête. Ils se fabriquent, les neurotransmetteurs, où? Dans les intestins. Les 20 neurotransmetteurs de la 65, les 20 principaux neurotransmetteurs sont fabriqués au niveau de l'intestin. Par exemple, la sérotonine, elle est fabriquée dans l'intestin.
Alors, bien sûr, tu peux prendre du tryptophane. Le tryptophane, effectivement, va se transformer en, c'est le précurseur, si tu veux, de la sérotonine. Mais si tu n'as pas la vitamine B3, la vitamine B6 et la vitamine B12, ça sert, la B6, pardon, B9, B12, B6, B9, B12, ça sert à rien, ça ne se transformera pas. On est aujourd'hui dans la macronutrition, alors que ce qui va faire toute la différence, c'est la micronutrition. Et alors, personnellement, c'est un sujet, vous allez voir, j'ai préparé des vidéos qui sont publiées à partir de fin avril. Moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est tous les débats qu'il y a sur ces modes, on va dire, végan, paléo, tatal, où on veut nous imposer sous un dictat commercial des systèmes comme si les 7 milliards d'individus se ressemblaient. Personnellement, moi, voilà, merci, tu es d'accord, voilà, je ne crois pas au régime miracle. Alors, je ne parle pas du régime miracle pour mincir. Pour moi, il y a une différence entre la diététique et la nutrition. Diététique, il y a le mot diète, c'est pour être mince. Moi, la nutrition, c'est pour être en forme, être au maximum et être optimisé dans tous mes potentiels. Je ne fais pas de réclame, et si vous allez sur mon site academie-madelrieux.com, j'ai mis une masterclass qui est gratuite, que vous pouvez télécharger avec 4 vidéos, où je parle comment optimiser son énergie par la respiration, par le focus, par l'alimentation et par la neurochimie. Je reprends ces concepts-là dans 4 vidéos, dont 2 qui sont consacrées à ça. Pour moi, aujourd'hui, la base de tout, et je ne suis pas d'accord avec plein de gens qui parlent de neurotransmetteurs en disant qu'il faut augmenter ci, il faut augmenter là, si tu ne commences pas par les groupes sanguins. La base de la base, avec tous les gens avec qui j'ai travaillé sur la nutrition, c'est de savoir si tu es groupe A, groupe B, groupe AB ou groupe O. Parce que la répartition de protéines n'est pas la même, et la répartition de légumineuses ne sera pas la même en fonction de ton groupe sanguin. Donc ça, c'est évident. Après, la deuxième chose, je me base sur des études qui ont été faites dans des régimes qui ont été découverts dans les années 1880, qui étaient à l'époque aux États-Unis pour travailler sur les allergies des gens au gluten. Voilà. Donc le régime SCD, par exemple, les livres n'ont pas été traduits encore en français, et on trouve un livre qui en parle un petit peu, qui s'appelle le GAPS, G-A-P-S, mais tu n'entendras jamais parler de ce type de régime, où en fait, on a découvert au début du XXe siècle que le produit majeur, alors ça, tout le monde commence à en parler maintenant, c'est le sucre. Le poison majeur, c'est le sucre. Le sucre est un poison pour le cerveau. Mais attention, pas tous les sucres. Et c'est là que, si tu veux, tu as beaucoup de gens sur YouTube qui disent tout et n'importe quoi, parce que YouTube, pour moi, c'est une ubérisation petite de la culture. Tu as des gens qui ont une expérience, qui peuvent se donner une autorité, c'est la nouvelle télé, ils parlent mais sans savoir. Quand tu parles, si tu veux, de sucre, il y a les sucres lents, les sucres rapides, mais c'est plus complexe que ça. C'est ce qu'on appelle les oligosaccharides ou les monosaccharides. Et ce qui est important, c'est de privilégier tout ce qui est monosaccharide. Autrement dit, quand tu commences à comprendre ça, ben, tu vas faire une exclusion totale de tout ce qui est céréales. Céréales et pain. Soja, quinoa. Alors, tu as une mode bio, on te parle de soja, de quinoa, mais il faut oublier. Pour moi, c'est pratiquement les choses qu'il faut oublier, c'est les céréales, mais pas les fruits. Et contrairement, donc là j'ai les études, alors je vais préparer, je ferai une vidéo pour que les gens puissent avoir accès gratuit à ces principes de base où tout est autorisé. Moi j'aime quand on autorise tout à l'exception d'un ou deux produits et pas quand on interdit plein de choses. Même des céréales sans gluten? Tout. Les céréales. Les céréales, ça n'a jamais poussé aux arbres, ça n'a jamais poussé sur la terre. Même, alors, les tubercules, c'est-à-dire la pomme de terre. Tu peux, quand tu as fait un sevrage de 2 mois, en manger 1 ou 2 fois par semaine, pas plus. Pas plus. Et donc, le problème qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, tu as plein de gens, pour des raisons, parce qu'il y a des lobbies derrière, ou parce que si tu veux, tu as des produits, des livres à vendre, qui vendent leur gamme. Et j'ai essayé à un moment donné, si tu veux, la chrononutrition du docteur de la Bosse. Et ça n'a pas beaucoup bien marché sur moi, pourtant le principe était intéressant parce qu'on était basé sur des cycles de cortisol, 8 heures, 12 heures, 16 heures, 20 heures, que tu retrouves. Et donc on va faire l'alimentation. Il a beaucoup travaillé, parce qu'il avait commencé dans les années 80.
Et moi j'avais essayé ça en 2003-2004. Aujourd'hui c'est pareil. Il te disait en 2003-2004 de manger donc du riz ou des féculents à midi avec des protéines. Aujourd'hui il a supprimé ça, il remplace par des légumineuses. Et tu vois, il y a 15 ans, il était dans le fait de manger des sucres, on va dire, composés. Donc si tu veux, moi ce que je retiens, c'est que vous supprimez tous les produits industriels, tu supprimes tous les légumes en conserve, parce que pour pouvoir être conservé, justement, on met du sucre. Voilà. Les fruits, les compotes de fruits, tous les trucs qui sont en conserve en bois, on met du sucre et des additifs alimentaires et les céréales. Et je peux te dire que tu as une énergie exceptionnelle. Le jour où tu supprimes les céréales, au bout de 10 jours, tu vas avoir le nez bouché tous les matins. Tu vas tous les résidus, on parlait hier soir, tout tes cols, que tes poumons vont libérer. Ah, c'est impressionnant, tu as le nez bouché comme si tu étais enrhumé, et ça prenait 1 à 2 heures, je passais une journée extraordinaire, et tous les matins, j'éliminais les émonctoires. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire, supprimer le sucre le plus possible. Et aujourd'hui, il y a une alternative que je trouve intéressante, puisqu'on a une bataille entre les végans, et une bataille, mais il n'y a pas de bataille, c'est que chacun est différent, et chacun doit faire son expérience entre ce qu'on appelle les végans et les paléos. Les paléos qu'on trouve beaucoup donc, chez les sportifs, c'est de remplacer les céréales, mais il y a 5-6 ans, tu disais que quand tu faisais du sport, il fallait manger des pâtes, avant ou après. Maintenant, tu manges des noix. On a compris qu'il fallait remplacer le sucre par des bonnes graisses. Et quand tu es dans le régime végan, je respecte les gens qui sont végans, mais je ne respecte pas les gens qui sont intégristes et qui me disent des insanités quand je leur parle de protéines animales. Parce que quand tu es végan, ben, tu manques de choline, tu manques de fer, tu manques de vitamine B12, tu manques de vitamine D, tu manques de vitamine A. Tu n'as pas de lysine, ça n'existe pas. Voilà, et surtout, tu vas avoir des baisses dans tout ce qui est oméga 3. Voilà. Alors après, tu as plein de combats dans lesquels je ne vais pas rentrer, entre les deux approches naturopathiques d'Irène Grosjean, qui est dans le tout cru, et puis de Robert Masson, moi je suis plus Robert Masson, qui te fait manger des protéines animales à tous les repas. Par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir reposer le système enzymatique au moins une fois par semaine, soit en faisant une diète, on va dire, quelque part de 16 heures, qu'on appelle les jeûnes intermittents, soit de faire un jeûne complet, 1 ou 2 fois par mois. Ça, c'est indispensable, parce qu'il faut que la flore se régénère, parce que tous les neurotransmetteurs vont être établis par, si tu veux, les bactéries intestinales. Voilà, ça, je ferai des vidéos dessus, et je suis en train de préparer, ce sera pour le prochain livre dessus, où j'expliquerai que le bonheur, ça se situe à la fois là et dans les autres. Parce que c'est les intestins qui vont être compétents. Quel est le rôle justement du réseau neuronal qui existe au niveau du cœur dans le bonheur? Voilà. C'est ça qui va nous donner justement un bonheur durable, non? Oui, merci. Merci. Alors, si tu veux, le bonheur et le bonheur n'est pas le même pour tout le monde, à travers, je regarde le temps, à travers nos expériences, nos filtres et nos croyances. Mais si tu veux, on va retrouver les fondamentaux, c'est que tu as au moins 3 neurotransmetteurs essentiels, on peut en rajouter un 4e. Le premier, c'est la dopamine, puisque c'est un système de récompense, mais qui, comme je l'expliquais, est efficace, ne dure pas tout le temps. Le deuxième, c'est la sérotonine, donc la sérénité. La sérotonine dépend donc d'un acide aminé qui s'appelle le tryptophane, et donc de 3, on va dire, vitamines B essentielles, B6, B9, B12. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone qui est sécrétée à la naissance. Donc à la fois, le bébé le ressent donc, dans les derniers mois de la grossesse, et à la naissance, la mère va recevoir un influx très important d'ocytocine, dont le but en fait est de s'occuper de l'enfant parce que ça crée l'attachement. Voilà. C'est pour ça que les hommes et les femmes ne sont pas tout à fait pareils dans les relations avec le partenaire, dans la mesure où la femme, lors de sa grossesse, de l'accouchement, reçoit de l'ocytocine, ce qui fait qu'elle s'attache, alors que l'homme n'a pas cette expérience-là. C'est pour ça qu'il y a des différences au niveau de l'homme et de la femme, non pas au niveau du cerveau, mais au niveau hormonal. C'est pas que les hormones sexuelles, c'est d'autres types d'hormones. Voilà, donc l'ocytocine,
ben, chaque fois que tu es dans une relation avec quelqu'un, que tu fais de la calinothérapie, et là, j'ai un médecin qui me disait hier, il était calinothérapeute. Voilà, merci, ma sœur. Voilà, mais c'est ça, c'est vrai. La calinothérapie est essentielle. Le fait d'être en contact avec un partenaire, avec les enfants, de les tenir dans ses bras, ça génère de l'ocytocine qui est importante pour notre équilibre. Mais l'ocytocine, c'est pas que les contacts physiques, c'est aussi les paroles valorisantes. Or, en France, contrairement au Canada, on a à peu près, allez, 80% des paroles qu'on reçoit de l'extérieur qui sont dévalorisantes. 80% de stroke et 20% de like. En fait, ça commence par ça. Le bonheur, c'est déjà d'avoir un environnement qui ne soit pas toxique. J'en ai parlé avec plusieurs personnes dans la salle. Ça commence par un environnement qui doit être un terreau pour que tu prennes confiance en toi, que ce soit à la naissance. Et ça va créer, si on prend donc Eric Berne, donc des scénarios gagnants, voilà, où tu vas être valorisé. Et si tu n'as pas ça, eh ben en fait, ça crée donc de l'histidine, ça crée donc de certains neurotransmetteurs. Donc l'ocytocine est sécrétée par les rapports physiques, mais aussi par les paroles valorisantes. Alors, si vous êtes seul dans la vie, vous êtes célibataire, eh bien, pour pouvoir effectivement, déjà, c'est de fréquenter des personnes positives qui vous valorisent, mais vous pouvez déjà compenser ce manque de rapport physique par une chose, c'est de faire des massages. Le fait de les faire, de les recevoir, vous permet de libérer l'ocytocine. Deuxième chose, si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le moyen de faire des massages, allez à la piscine. Parce que le fait d'être en contact avec l'eau génère des massages au niveau du corps. Donc, premièrement, dopamine, deuxièmement, sérotonine, troisièmement, ocytocine. Et quand on va faire du sport, il ne faut pas être dans l'addiction totale, sinon on n'est pas dans le bonheur, on est dans une souffrance qu'on essaie d'effacer par le sport, on va libérer des endorphines. Donc ça, si tu veux, c'est ce qu'on retrouve d'une manière globale au niveau du bonheur. Ce qui est important, c'est que tu peux le créer, ceci, par ce que j'appelle, moi, le neuro-bonheur, ou l'hypno-bonheur. D'ailleurs, mes nouvelles vidéos, l'accroche que je fais maintenant au début et à la fin de la vidéo, c'est que je vous souhaite tout l'hypno-bonheur du monde. Et puis surtout, de vous apporter, je vous souhaite de la dopamine, de la sérotonine toute la journée. En fait, tu peux le faire tout le temps. Comment? En te concentrant sur les choses positives et qui ont des vibrations positives, c'est-à-dire tout ce qui est beau, tout ce qui est bon et tout ce qui est bien. Ça fait à peu près un an, j'ai fait une conférence TEDx, donc au CESI, pour expliquer ça. Donc tu as tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien. Tout ce qui est beau va générer de la dopamine. Donc vous voyez tous les matins tout ce qui est beau dans votre vie. Le soleil qui fait, le cadre de vie. Voilà. Les personnes que vous fréquentez, ça c'est très important. Ensuite, la deuxième chose, c'est ce qui est bon. Ce qui est bon, ça stimule la sérotonine. Et la troisième chose, c'est l'ocytocine. Donc, je l'avais dit dans des vidéos il y a à peu près 1 an et demi, 2 ans, et je le disais dans mon TEDx, sous la douche, parce que je stimule l'ocytocine, je chante des louanges à moi-même. Qu'est-ce que cette journée est magnifique. J'adore les personnes qui sont dans ma vie. Qu'est-ce qu'elles sont belles, qu'est-ce qu'elles sont bonnes, qu'est-ce qu'elles sont belles. Alors j'imagine nos 2 chanteurs sous la douche qui vont pouvoir chanter avec la vibration. Chanter sous la douche. Parce que si tu veux stimuler la sérotonine, au-delà de te concentrer sur ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien, il faut pratiquer la méditation. Et la méditation, ça stimule la sérotonine, en particulier si tu fais des vocalises. Merci. Donc des vocalises où tu vas prononcer, moi j'ai appris il y a une vingtaine d'années dans des sociétés philosophiques et initiatiques à faire des ah en se concentrant par exemple sur la gorge. Ah ouais, donc on agit sur la thyroïde. Parce que chaque fois que tu vas comprendre que les sons sont reliés à des systèmes endocriniens, les chakras dont on a parlé sont en fait, au-delà de l'aspect énergétique et du vortex qui te relie à des corps subtils dont on parlait ce matin, eh bien, tu as tout le système endocrinien qui est sur les chakras. L'hypophyse, l'épiphyse,
le système thyroïdien, le thymus, les surrénales, donc tout ça, c'est lié. On ne peut plus à un moment donné être des spécialistes et ignorer qu'il y a d'autres parties qui font le tout, comme tu le disais hier. Donc la méditation chantée, ça va vous permettre de stimuler la sérotonine et la dopamine va se pratiquer essentiellement par des techniques respiratoires. En particulier, donc tout ce qui va permettre, puisque je peux en parler, je suis un dopaminomane, voilà, c'est-à-dire que j'ai besoin d'action, ça c'est mon terrain, et pour cela, il faut que je trouve un équilibre en allant chercher plus de sérotonine, et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est travailler la respiration, tu vas équilibrer les deux hémisphères. Ce qui équilibre les deux hémisphères, c'est la sérotonine. Le cycle d'alliance de l'hémisphère gauche et droit, ça se fait par la sérotonine. Et ça, tu vas pouvoir, au niveau de la dopamine, équilibrer ça en utilisant ce qu'on appelle des respirations alternées. Tu vas boucher la narine comme ceci, tu vas souffler, tu vas inspirer 1, 2, 3, 4, tu bouches, tu restes 1, 2, 3, 4, et tu souffles 1, 2, 3, 4, tu bouches, et tu vas le faire dans l'autre sens, inspirer par la narine droite, boucher, souffler, etc. Alors, il y a aussi une respiration alternée, mais je ne vais pas en parler là parce que ça serait un peu trop compliqué. Tu le fais tout le temps de l'autre côté, et après tu vas le faire autant de fois dans l'autre côté. Celle que je vous propose, c'est d'inspirer 1, 2, 3, 4, je bouge 1, 2, 3, 4, je souffle 1, 2, 3, 4, j'inspire 1, 2, 3, 4, je bouge 1, 2, 3, 4, et tu vas permettre aux deux hémisphères de fonctionner ensemble. Voilà, dernier point par rapport à ça, pour rester dans le timing, c'est qu'effectivement, bon, on va travailler avec des lettres, on va travailler avec des sons, on va travailler avec les chakras, ça permet de stimuler les neurorécepteurs. J'étais en train de parler donc d'ocytocine, sérotonine, dopamine, respiration. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Et c'est pour ça que moi, la nourriture, tous les gens qui me disent des choses, qui me donnent des grands principes, je dis qu'il n'y a que des exceptions. Vous avez 7 milliards d'individus, tu devrais avoir 7 milliards de régimes, de façons de manger. Je vous ai dit tout à l'heure que le problème c'est le sucre, ça c'est clair. Mais il y a des personnes qui m'ont posé hier des questions pour trouver le sommeil, pour dormir. Donc le tryptophane, effectivement, va permettre de se fabriquer en sérotonine qui se transforme en mélatonine. Mais je vais vous donner une astuce. Si vous avez du mal à dormir le soir, vous savez quoi? Baissez les protéines. Il y a une personne hier qui m'a montré, donc qui m'a parlé de l'ordonnance qu'on lui avait donnée, et je lui ai dit c'est pas possible, c'est une erreur, c'est pas possible, son médecin s'est trompé. Mais on me donnait de la dopamine à prendre le soir, tu ne peux pas dormir. Si tu prends la dopamine le soir, c'est impossible. Par contre, baisse ton niveau de protéines, parce que les protéines donnent ce qu'on appelle la phénylalanine, la tyrosine, qui se transforme en dopamine. Tu baisses, tu ne manges pas de protéines le soir, et tu manges, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le contraire, beaucoup de sucre lent. Si tu as du mal à dormir le soir, mangez des céréales. C'est pour ça que je vous dis les exceptions, c'est quand tu as du mal à dormir. Parce que l'augmentation des fruits, l'augmentation de glucides, avec la baisse de protéines, va favoriser la sérotonine. Voilà, parce que c'est un peu compliqué, ça fonctionne par un système musculaire, etc. Donc, quand tu augmentes les glucides et que tu baisses les protéines, tu augmentes la sérotonine, c'est-à-dire que tu es plus calme, et ça se transforme en mélatonine. Donc, pour résumer, voilà, parce que je suis parti un peu dans deux directions différentes, c'est d'expliquer que le bonheur, il se situe dans ton cerveau. D'abord, c'est de comprendre qu'il n'est pas fixe, que c'est de voir ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui est bien dans ta vie. Ah ben c'est clair, c'est clair, c'est clair. C'est entre nos deux oreilles. Le bonheur est entre nos deux oreilles. Ce sont les différentes zones du cerveau, c'est ta façon de penser. Si la personne croit que quand elle aura cette situation, cette personne, où ce bien immobilier, elle sera heureux, elle est totalement à côté de la plaque. Et elle est vide, parce qu'elle n'a rien compris. Et ce sont des gens qui se mettent à collectionner des voitures, etc. En fait, ils rentrent dans un système de dopamine, ils n'en ont jamais assez, ils en veulent toujours plus. Et un jour, ils vont s'écrouler, ils vont partir en burn-out. C'est d'inverser le paradigme. L'idée, c'est d'être heureux, et à partir de cet espace, on pourrait faire les bonnes choses et avoir les bonnes choses. C'est ça. Vous avez une question donc. Oui.
s'endormir. Quand tu as des difficultés à t'endormir, que tu as du mal à avoir de la mélatonine, de la sérotonine, tu vas effectivement augmenter le taux de glucides et diminuer les protéines. Oui, c'est pas l'insomnie, c'est-à-dire c'est pas pour Si, les personnes qui se c'est-à-dire réveillent à 3 heures. difficulté ou que tu as des insomnies, dans les deux cas. Parce que le fait de faire un régime, un repas, et je ne sais pas si c'est un régime, c'est un repas riche en glucides et pauvre en protéines, tu vas augmenter la sérotonine. En France, on donne aussi des comprimés de mélatonine, je crois, pour s'endormir. Oui, alors 1 gramme ou 1 gramme 9, tout à fait. Combien? 1 gramme ou 1 gramme 9. Il faut commencer par 1 gramme, et après il faut passer à la mélatonine forte qui est 1 gramme 9. En Tunisie, on n'a pas, je crois, je ne sais pas s'il y avait des médecins s'il y avait des comprimés de mélatonine, mais je crois qu'on n'en a pas. Merci. Ce qui est important, c'est que les gens confondent beaucoup de choses. Il y a problème d'endormissement, il y a aussi le vélo dans la tête qui tourne en permanence, les angoisses, les anxiétés, c'est pas tout à fait la même chose. C'est de savoir si tu es dans un état où tu es tout le temps en train de te plaindre, tu es dans un état, on va dire, de plainte et c'est proche d'un état, on va dire, dépressif, ou si tu es angoissé. C'est pas pareil. Il y a des gens qui ne dorment pas parce qu'ils sont anxieux. Là, c'est pas la sérotonine, c'est le GABA. Voilà. Alors là, tu as une super plante qui s'appelle le kawa, alors pas kawa café, le K-A-W-A, ou alors toutes les vitamines B. Et puis tu retrouves ça donc, dans l'hypericine, qui est une plante qui est aussi le millepertuis. Le millepertuis n'agit pas que sur la mélatonine, il agit aussi sur le GABA à travers le composant qui est l'hypericine, par exemple. Voilà, alors pour le GABA, si tu es anxieux, ce qu'il faut faire, c'est de la marche au moins 30 minutes par jour. Parce que la marche régulière de 30 minutes par jour va stimuler le GABA. Voilà. Une question, des questions, comment faire pour arrêter de fumer? Alors, pour arrêter de fumer, qui est la personne qui pose? Oui, l'hypnose en fait partie, mais l'hypnose n'est pas une recette miracle. L'hypnose va permettre d'avoir à la fois un comportement aversif, mais ce qui m'importe, c'est très simple en hypnose d'arrêter de fumer. Tu as 90% de réussite à la première séance. Mais si tu veux, on sait que les gens qui arrêtent de fumer, dans les 8 mois qui suivent, plus de 50% vont commencer. Alors on ne sait pas précisément par rapport à l'hypnose, mais tu comprends que si tu ne règles pas la problématique qui fait que tu fumes et que tu arrêtes de fumer comme ça, qu'est-ce qui se passe? Tu vas aller compenser ce qui te manque. C'est pour ça que quand les gens me disent « j'ai arrêté de fumer, j'ai pris 20 kilos », ou « je ne veux pas prendre 20 kilos en arrêtant de fumer », je dis « non, vous n'arrêterez, vous ne prendrez jamais de poids en arrêtant de fumer. Vous prendrez du poids parce que vous n'avez pas réglé l'angoisse ou l'anxiété qui était à la base du fait que tu fumes. Et comme tu n'as plus ta béquille, tu vas aller chercher quoi? Dans le sucre, dans le chocolat, dans la boulimie. Alors si tu vas chercher des produits sucrés, c'est que tu as un manque de sérotonine. Si tu vas chercher dans les produits salés, c'est un manque de dopamine. Les gens qui mangent beaucoup de fromage, par exemple. Eh oui, parce que si tu veux, dans le fromage, le lactose, c'est un quadruple sucre. Le lactose est un quadruple sucre. C'est 4 molécules de sucre. Ça te donne une énergie. Qui attend les pâtes. Mais tu vas chercher des vitamines du groupe B. Hein, peut-être problème de nervosité. Tu vois, c'est pour ça que quand je demande aux gens qu'est-ce que tu manges, je te demande en 10 minutes. Tu me dis ce que tu manges, je te dis exactement quel est ton tempérament. C'est plus fort que l'astrologie. Ouais. Oui. Pardon, est-ce que cette histoire est vraie quand on nous raconte que le tabac occupe le site, entre guillemets, ou la place qui est réservée à l'envie de manger? Alors oui, il y a l'effet anorexigène. Anorexigène que tu retrouves dans la dopamine. Alors, tu as effectivement, alors tu as déjà une certaine forme, on va dire, de sérénité. Il faut savoir que dans l'hypothalamus, qui est de la taille d'un pouce, tu as plein de zones. Tu sais, tu as le centre de la satiété, tu as le centre de l'hydratation, le centre de la soif, la thermie, la régulation de température. Et effectivement, quand tu vas utiliser le tabac, quand tu vas fumer, tu stimules 3 neurotransmetteurs qui sont dopamine, sérotonine et l'acétylcholine. Donc ça va calmer, d'abord parce que ça te relaxe avec l'acétylcholine, et ça va stimuler la dopamine. Oui, d'autres questions? Ouais,
me semble qu'il y avait quelque chose d'important que je voulais dire. Voilà. Donc, ce que vous mangez va impacter, ce que vous avez, il y a presque un profil psychologique, on peut même aller chercher, non pas le rapport avec les neurones, mais d'aller chercher la psychologie quand on va chercher les choses. Alors, je vais vous dire quelque chose d'extraordinaire, parce que ça, c'est une science qui me plaît, qui me passionne. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens à l'étranger, parce qu'on a un rapport différent à la nourriture qu'en France. C'est-à-dire, vous avez un test que j'aime poser aux gens, quand je leur fais, moi, mon profil, on va dire, de neurotransmetteur, c'est vous mangez des œufs au plat? Oui. Par quoi vous commencez? Par le blanc ou par le jaune? Eh bien, si vous commencez à manger le blanc, c'est que vous vous occupez d'abord des autres, avant de vous occuper de vous. Si tu commences par le jaune, c'est que tu t'occupes de toi. Alors maintenant, je les fais boucher. Parce que c'est aussi important l'un que l'autre. Mais c'est assez incroyable que si tu commences par le jaune, tu t'occupes d'abord de toi. Si tu commences par le blanc, c'est que tu t'occupes d'abord des autres. C'est pour ça qu'il y a plein de tests qui me font connaître la psychologie des gens au niveau de comment ils mangent et ce qu'ils mangent. Pour conclure, quel est ton avis concernant la nourriture pranique? Se nourrir uniquement de lumière. Alors personnellement, moi je ne critique pas, j'ai une amie qui est pranique, qui a voulu m'ouvrir les capteurs prana, ok, voilà, respiration, etc. Ok, oui, je suis ouvert à tout, docteur Scheller, etc., on fait partie. Voilà. Ouais, l'expérience montre que c'est possible. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai fait en début d'année un jeûne de 8 jours, dont 6 jours qui était un jeûne sec. C'est-à-dire pendant 6 jours, je n'ai pas bu d'eau, ni mangé ni bu d'eau. Pour moi, personnellement, ce que j'avais appris en pharmacie, c'est qu'au bout de 3 jours sans eau, le corps dépérit, que les organes vitaux sont affectés, etc. Voilà, donc tu as le phénomène d'apoptose qui se passe au bout de 3 jours, où si tu veux ton corps va aller chercher, c'est ça qui est intéressant, donc les cellules, on va dire toxiques, c'est-à-dire celles qui ne sont pas en bon ordre, qui sont usées, pour les recycler et fabriquer, si tu veux, de nouvelles cellules. Ça, c'est ce qu'on recherche au bout de 3 jours. Après, tu as un effet cétogène qui va te permettre de planer un petit peu, parce que ton corps va fabriquer des corps cétoniques pour te permettre d'avoir l'énergie, parce que le cerveau, c'est 25% de ton énergie. Minimum, 25 à 40%, 25% de consommation ensuite, tu n'en apportes pas. Ce qui m'a surpris, c'est que les 3 premiers jours, effectivement, tu urines de moins en moins. Mais quand tu commences à aborder le 4e, le 5e, moi je n'avais que jusqu'à 6 jours, eh bien mes urines devenaient de plus en plus volumineuses, on va dire quelque part, abondantes, plus exactement. Et, on va dire, elles n'étaient pas oranges, elles étaient jaune foncé, et je me disais, comment ça se fait que je puisse faire de l'eau alors que je n'apporte pas? Je comprends qu'au bout de 3 jours, ouais, tu vas plus aux toilettes, parce que tu n'as plus rien à apporter au niveau urine. Et là, ça se faisait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire de ton corps a besoin d'eau. Et a priori, les records qui ont pu être établis, alors record, j'aime pas le mot record, c'est que les gens peuvent aller jusqu'à 23 jours sans eau. En fait, si tu veux, c'est que ton corps va aller puiser dans la graisse. Et il faut savoir que 40 grammes de protéines, ça donne à peu près 10 centilitres d'eau. 40 grammes de sucre, alors le sucre est dans les muscles, parce qu'on ne peut pas le stocker, sinon c'est de la graisse, il va te donner 10 centilitres d'eau, et puis tu as donc ce qu'on appelle la graisse. Et là, donc il faut 110 grammes pour donner 10 centilitres d'eau. C'est-à-dire que quand tu ne manges pas et ne bois pas, ben, tu vas aller puiser essentiellement dans la graisse pour fabriquer de l'eau. Alors c'est intéressant parce que tu t'aperçois que les zones que tu peux avoir autour de la taille, ben, qui sont dures quand tu fais 3 jours, parce que tu as un système, on va dire, de veines, enfin qui se mettent pour aller pomper, si tu veux, à peu près l'équivalent d'une plaque de beurre. C'est ça, il faut savoir quand tu fais un jeûne, c'est ce que tu vas chercher, que le foie il va être sacrément crassé. Et bien là, tu t'aperçois que tout d'un coup la graisse devient très souple, très très souple. Parce que tu as tout un système de forage que fait le corps pour aller chercher de l'eau à l'intérieur des graisses. Ça, c'est quand on est encore au niveau du jeûne. Et quand on est au niveau de la nourriture pranique, on s'en nourrit
Je vais répondre qu'effectivement c'est possible, mais il faut éviter d'en parler sur la réseaux sociaux. On a aujourd'hui une loi qui nous amène à parler donc des anorexiques. Hein, et tout ce qui amène à l'anorexie aujourd'hui, c'est tabou, hein, dans le milieu de la mode ou autre. Et je ne veux pas rentrer dans le débat, parce que pour moi, c'est un débat qui s'adresse à des personnes qui sont dans une philosophie de vie. Voilà, et ce n'est pas accessible à tout le monde. Et puis, quelque part, on est ici sur Terre, là, on n'est pas ici dans l'espace. Voilà, donc je pense qu'effectivement, on va être en fait. Moi, pendant très longtemps, j'ai cherché la recette du foie gras light, et je ne l'ai pas trouvé. Donc, je dis ça en courant. Tu peux imaginer, quand tu passes à table, que tu as un estomac avec une fermeture éclair. Imagine les aliments que tu mets dans ton estomac s'ils ne passent pas par le palais. Et en fait, tu comprends que la clé elle est là. Les gens qui sont en surpoids, ce sont des gens qui pensent au plaisir de l'estomac. Les personnes qui sont minces, ce sont les gens... Non, pas. Les gens qui sont en surpoids pensent au plaisir de la bouche. Les gens qui sont minces pensent au plaisir de l'estomac. C'est le rapport au temps qui est différent. C'est juste une petite remarque dans le sujet. C'est un constat. Même si on ne voit pas assez, après le rapport sexuel, on pisse très gros. C'est impressionnant. Est-ce que c'est en puisant dans les graisses qu'on trouve cette eau qui va dans les urines d'une manière normale?